Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCJ. On va parler ce matin de deux livres absolument remarquables que j'ai eu grand bonheur à lire ce week-end. Et ça fait du bien aussi, avec le rythme de l'actualité qui est la nôtre, de se poser, de réfléchir et de parler d'espérance et de vie. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, bonjour. Bonjour. Comme l'espérance est violente, c'est votre livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion, Chaim Corsia, et c'est peu de dire que ce livre est plus que d'actualité. Vous nous direz quand est-ce que vous l'avez écrit, mais je vous avoue que j'ai rarement lu des phrases qui peuvent faire autant écho à ce que nous vivons depuis une dizaine de jours et au combat qui est le nôtre sur cette antenne, dans cette maison du FSJU, et le vôtre aussi, je le sais, contre les extrêmes et pour la République. On aura l'occasion d'en parler. À vos côtés, Marc Wielinski. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marc ? Bonjour. Bonjour Sandrine. Marc, vous retrouvez évidemment tous les dimanches et un vendredi sur deux sur RCJ. Marc Wielinski, normalien, diplômé de philo, qui était également, vous avez fondé en 97 aux côtés de Jacques Chancel la chaîne musicale Mezzo, et vous avez écrit ce livre aussi absolument remarquable et qui fait un bien fou, Marc. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. C'est aux éditions First Edition. C'est un ouvrage extrêmement documenté, avec de la philo, avec de l'art, avec de la musique, avec de la littérature, avec des conseils limite de coaching également. Et vous allez comprendre pourquoi, quelle que soit votre vie, vous ne l'avez pas raté et pourquoi il est impossible de la rater. Du coup, je vais commencer avec vous, Chaim Corsia. Votre vie, est-ce qu'elle est telle que vous l'auriez voulu, ou est-ce que, alors on sait que vous aimez le football ou le vélo, des choses comme ça, est-ce que vous auriez voulu être autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui ? Je sais pas, on écrit au jour le jour sa vie. C'est vrai que j'aurais rêvé d'être footballeur, mais enfin, être footballeur, après, il y a des matchs, il y a des finales le Shabbat. Comment j'aurais fait ? C'est compliqué cette affaire. Compliqué. Voilà, donc disons là au moins, dans ce que je fais, je suis pas trop embêté le Shabbat, même si je travaille. Je dois être l'un des rares à travailler tellement le Shabbat dans les visites communautaires. Mais je pense pas qu'on puisse dire j'ai raté ou j'ai réussi. Est-ce qu'on a le sentiment de faire quelque chose, de construire quelque chose ? Et moi, je trouve que votre livre a quelque chose qui est dans le titre déjà. Je pense qu'il faut l'ouvrir, mais dans le titre déjà, ça donne une idée extraordinaire que j'avais rencontrée avec une réflexion qui est incroyable. Quiconque est né est déjà un immense gagnant. Ça, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je sais que vous êtes féru de variété française comme moi. C'est pour ça que je le dis. Voilà. Et que Goldman le dit parce que, en fait, dans la course des spermatozoïdes pour réussir, c'est forcément un winner. Donc après, quand on a une première victoire, qui est celle de la naissance et de la vie, qui est en fait le miracle de la vie, si on est là, c'est pour faire quelque chose. Donc en fait, tout le monde ne peut pas être président des États-Unis, tout le monde ne peut pas être grand footballeur, mais dans nos mondes, on a toujours quelque chose à réaliser. On a tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Vous voyez, on peut citer Jean-Jacques Goldman dans le texte. On peut dire citer Jean-Jacques Goldman dans le texte, Chaim Corsia, comme on cite la Bible ou pas ? Je vous taquine. Ou alors ce sont ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire. Il est très fort. Un jour, on fera une émission comme ça. Je vous promets, Chaim Corsia, vous et moi, un jour, on fera une émission comme ça. Marc Wielinski, par rapport à ce que vient de dire le grand rabbin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Chaim Corsia. Quand on vit, on a déjà gagné. On est déjà dans la vie. On a déjà réussi sa vie, même au tout premiers instants de sa vie, puisqu'on est vivant. Et je vais me permettre de répondre à la place de Chaim Corsia sur la question, je ne connais pas du tout, sur la question est-ce qu'il a raté sa vie ou est-ce qu'il a réussi sa vie. Je pense qu'il y a une différence dans la vie entre son projet et son objectif. Et ça, je le dis aussi parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Je suis persuadé que l'objectif de Chaim Corsia, c'était pas forcément de devenir grand rabbin de France. Son projet de vie, c'était de servir, je parle à sa place, mais c'était de servir la communauté, c'était de servir sa foi,
Probablement d'être rabbin. Ce projet, il l'a réussi, mais s'il n'avait pas été grand rabbin, il n'aurait pas pour autant raté sa vie. Par contre, si mon projet de vie, c'est d'être devenir danseur étoile à l'Opéra de Paris, j'ai 95% de chances de rater ce projet. Mais si mon projet, c'est d'être danseur, bah oui, si mon projet, c'est d'être danseur, bah, si je deviens danseur étoile, tant mieux, c'est que la vie m'a réussi, c'est que quelque part, mais c'est un plus. Mon projet, si je reste professeur de danse dans un petit institut ou dans un conservatoire, mon projet de vie a réussi quand même. Si on parle de rêve, moi, je vais vous surprendre, mon rêve, c'était en fait servir le judaïsme, mais servir la France. Et je m'étais dit, le meilleur système, c'est les rabbins concordataires. Et donc, à un moment, j'ai même ambitionné de faire l'ENA pour devenir ensuite rabbin concordataire, c'est-à-dire rabbin au service de l'État. Et en fait, j'ai trouvé mieux avec l'aumônerie des armées, qui pour moi conjuguait les deux. Mais vous avez raison, on ne peut pas rêver de je veux être grand rabbin, ça n'existe pas. Vous servez là où vous êtes en tant que rabbin, et au fond, moi je crois qu'on ne peut jamais être malheureux si on ne se projette pas trop longtemps. Et comme il y a un psaume qui dit « Béni sois-tu, ou source de bénédiction sois-tu Seigneur, jour après jour », en fait, on ne peut pas être défait, malheureux. Moi, je n'accepte pas ce concept. D'ailleurs, je suis plutôt de nature optimiste, et je considère que tout ce qui arrive, c'est tellement formidable qu'on doit se réjouir. C'est pas possible d'être toujours dans la rancœur, le malheur. Il y a des gens qui aiment ça. Je leur laisse. Moi, je préfère me réjouir de tout ce qu'il y a. C'est pas la philosophie du judaïsme. Alors, dans ce livre, comme l'espérance est violente, Chaim Corsia, vous dites dès le début, ce n'est donc pas de la violence des révolutions que je voudrais vous entretenir dans ce livre, mais de celle de l'espérance. La France est dans une situation plus que particulière. À un moment donné, juste avant cela, vous écrivez, c'est très joli, « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, nous demeurons la France ». Est-ce que... D'abord, je reprends le poème de Apollinaire, oui. Sous le pont Mirabeau. Viennent les heures, sonne la nuit. Mais la réalité, et c'est de là que vient ce titre, lente et latente, violente et l'espérance. Parce que je pense qu'il faut se faire violence. On ne peut pas dire ça va arriver, ça va se passer. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux si on est juste béat en attendant que les choses se fassent. Donc en fait, si on est un fétu de paille dans la volonté des autres ou dans le flux du mouvement de l'histoire de la vie, on n'est pas heureux ou malheureux, on est un objet. Et moi, je déteste être un objet. Donc, je pense qu'il faut se faire violence, oui. C'est-à-dire se lever pour dire, comme on le dit dans un texte merveilleux que l'introduction de Shulchan Aruch, donc le livre de Rabbi Yosef Karo, un livre de loi très dur, le Shulchan Aruch. Idgaber ka'ari l'avodat boro. Ça commence comme ça. Lève-toi comme un lion pour servir ton créateur. Se lever comme un lion, c'est donc faire un effort. Ouais. C'est pas être dans une passivité dont je vois beaucoup se draper en disant « je peux rien faire ». Si, on peut toujours faire, ça n'existe pas, dire on peut rien faire. Donc, je crois qu'il y a deux types de violence. Il y a la violence qui casse tout, qui brise, parce qu'elle n'arrive pas à dire les choses. C'est souvent l'impossibilité de dire qui fait qu'il y a de la violence. Et il y a la violence qu'on s'impose à nous-mêmes pour faire un effort, comme le disait Maxime Despères, les foum tsara agra, c'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on est récompensé. Donc si on produit un effort, en fait, de mon point de vue, c'est ce que je perçois de ce que vous pouvez penser de ce livre, le vôtre. Si on fait un effort, on est toujours récompensé, donc on a le bonheur d'avoir réalisé quelque chose. Donc ça, c'est incomparable. Ouais. Marc Welansky, pourquoi il est impossible de rater sa vie? Alors, dans quasiment un peu plus de 300 pages, vous expliquez, c'est des chapitres. Là, on sent le coach, il y a 10 chapitres, et c'est vrai que vous verrez, Chaim Corsia, si vous lisez le livre, à la fin de chaque chapitre, on est galvanisé. Mais je sais, c'est un livre qui nous fait beaucoup de bien, qui nous amène à penser. Vous citez aussi bien les philosophes que des neurologues, que des économistes, que l'art aussi. Et puis, il y a quelque chose d'absolument génial aussi dans votre livre, c'est qu'il y a des QR codes.
Donc, les QR codes accompagnent la lecture. On peut lire le livre comme je l'ai fait d'une traite, mais je sais que je vais le relire et prendre plus de temps pour, avec le téléphone, Mais c'est normal prendre parce les que QR codes. vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez lu le week-end. Oui. Et le week-end, c'est Shabbat. Et Shabbat, on ne peut pas utiliser le téléphone pour le Tout QR code. à fait, Voilà. tout à Je fait, monsieur comprends Laurent. pourquoi Je vous l'ai n'avez lu pas pu. hier. J'ai dit week-end, machin, Ah, je lis pardon. le dimanche. Le D'accord. samedi, j'ai pas le temps de lire, je vais à la synagogue. Bravo. Alors, Marc, l'histoire des QR codes, comment ça vous est venu? Alors, l'histoire du QR code, c'est assez simple. C'est que il y a des illustrations médias auxquelles je renvoie, puisque je renvoie par exemple à un tableau d'Holbein, je renvoie à une interview de Jean Marais, je renvoie Et alors, on a la chance d'être dans un monde quand même où on a accès à des informations visuelles et auditives extrêmement importantes. Alors, un livre, c'est bien, mais quand vous renvoyez à quelque chose, donc effectivement, on peut scanner, dans mon livre, par exemple quand je parle de tel ou tel tableau, de Van Gogh, etc., on peut scanner, aller voir le tableau, et on a le tableau sous les yeux pendant que je dis, voilà, j'écris ce que j'ai à écrire sur la question. Donc c'est ça qui m'a paru important. Bon, je suis plutôt un homme d'audiovisuel. Oui, j'aime beaucoup le livre, mais je suis un homme d'audiovisuel, donc j'ai essayé de marier les deux. De marier les deux. Alors, dans le livre, vous parlez de la courbe de bonheur suivant l'âge. Il paraît, alors je ne vais pas oser vous demander vos âges à tous les deux, mais normalement, c'est jusqu'à 50 ans. Et puis après, on arrive à un bonheur différent. Monsieur le grand rabbin, vous les avez passés? Non, non, pas encore. Moi, de mon point de vue, Voilà. je suis toujours dans la courbe ascendante du bonheur. Très bien. Moi aussi, Donc, ça tombe si bien. c'est ça, Marc aussi, donc voilà. J'ai l'âge Donc, que... vous Et avez- justement, elle est ascendante après 50 ans. C'est ça, elle est ascendante après 50, mais elle est parfait. différente parce que c'est une intelligence différente, ce que vous nous expliquez, Marc Welansky. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence fluide. On a plusieurs jeunes en classe de seconde dans notre studio, donc eux, ils en sont à l'intelligence fluide. Nous, on est l'intelligence cristallisée ou on peut être encore fluide? Allez, Expliquez-nous. alors, non, mais il faut 2 mots pour expliquer ce que c'est. Et ça, c'est des études scientifiques que j'ai été chercher à Harvard, etc. Ah, On a Olivier un- Houdet a travaillé là-dessus. Pardon. Olivier Houdet a travaillé Oui, là-dessus. absolument. Mais beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Mais on a vu que, bon, on a une intelligence, il y a 2 intelligences. Il y a une intelligence fluide qui permet de la créativité, la rapidité. C'est l'intelligence des jeunes. Et puis, celle-là diminue au cours de l'année. Puis, il y a l'expérience qui arrive. Et il y a une intelligence cristallisée, c'est-à-dire qui repose plus sur la mémoire, sur le partage, sur un certain nombre de choses qui remontent à un certain moment. Et il ne faut pas louper le coche. C'est-à-dire qu'à 50 ans, il y a... je donne 2 exemples. L'exemple de Darwin. Oui. Darwin, qui était une star absolue, qui a inventé la théorie d'évolution des espèces, etc. Et qui, à partir de 50 ans, a fait une déprime totale. Parce qu'il était plus au niveau, il y avait des jeunes qui étaient beaucoup plus intelligents que lui, tout autour de lui, et qui reprenaient sa théorie, qui allaient beaucoup plus loin. Et il a déprimé tout le reste de sa vie parce qu'il n'était pas au top de l'intelligence. Et je mets en balance la vie de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, vers l'âge de 40-50 ans, il n'était plus vraiment à la mode. Son fils, Carl-Philipp Emanuel Bach, était plus connu que lui. Il sentait qu'il n'avait plus tout à fait la créativité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé vraiment à faire autre chose. Il continue à composer, mais il s'est investi dans l'enseignement de la musique, Dans la il a fait, etc. transmission. Il a eu une fin de vie extrêmement heureuse. Et il a quand même composé à la fin de sa vie Oui, c'est pas l'offrande mal. musicale. Oui, quand c'est même. c'est pas mal ce qu'il a Voilà. fait. Donc c'est ça, il faut comprendre qu'il y a un moment de bascule dans la vie où finalement beaucoup de choses reprennent un autre sens. C'est ce dont vous parlez également, Chaim Corsia, dans votre livre. Vous parlez aussi de qualité de vie. S'il y a un point commun, il y en a de multiples entre vous deux. C'est aussi l'art dont vous parlez beaucoup, Marc Welansky, dans le livre. Et vous, bien évidemment, Chaim Corsia, avec cette magnifique ouverture de Soulage. Parce que l'art, c'est une façon, pas que d'embellir la vie, c'est de s'embellir soi-même. Découvrir un autre regard sur des choses qu'on voit tous les jours. L'œuvre de Soulage, c'est en même temps sombre et ça donne la lumière. Je crois que c'est peut-être ça qui vous fait penser que c'est très actuel. En fait, il y a toujours de la lumière qui sort de l'obscurité, et c'est ce que dit d'ailleurs Apollinaire dans Le Guetteur mélancolique. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. Oui, il y a toujours une lutte entre les crépuscules et les aurores. Il y en a qui adorent être dans les crépuscules, ils voient le monde qui s'efface toujours. Comme moi je connais la Genèse et qu'elle commence comme ça, Vaïe Erev, Vaïe Boker, Yom Echad, il lutte un soir, mais il lutte un matin. Encore un matin pour rien. Une argile au bout du chemin.
Mais je pense qu'il suffira d'un signe. Tout à fait. Voilà, on peut on continuer est longtemps comme ça. Sur Goldman. Jean-Jacques, si vous nous écoutez, venez parce qu'on a besoin de vous aussi. Donc Alors, en fait, c'est ça, c'est jamais considérer que ce que je vois, c'est la seule façon de le voir. En fait, c'est un immense respect de la diversité. Et moi, je suis bluffé. Par exemple, vous regardez une œuvre de Nicolas de Staël, par exemple. En 58, il va au Parc des Princes, et il voit un match, j'ai bonne mémoire, c'est France-Suède. Et il dit, c'est une œuvre immense, hein, elle est très grande. Et il dit, et je vois la pelouse rouge. La pelouse rouge. C'est-à-dire que moi, j'ai beau la voir verte, je me dis, c'est comme ça. Mais lui, dans sa vision et des couleurs et de l'harmonie et du mouvement, Staël est un peintre du mouvement. Et il la voit rouge. Mais il faut respecter ça. Et donc, peut-être que ça m'oblige à respecter ceux qui pensent différemment, ceux qui voient le monde différemment. Et l'art, c'est cette façon de nous trouver en harmonie, en fraternité réelle avec quelqu'un, parce que vous regardez une œuvre avec quelqu'un, il voit autre chose, vous voyez autre chose. Mais en fait, ce point focal, vous regardez où on écoute une symphonie de Bach, ou vous écoutez, je sais pas moi, je vais dire un Kyrie. Enfin, si je dis un Kyrie, je vais me faire massacrer par tout le monde. Bon, enfin, ou Léonard Cohen. Vous parlez tous les deux Léonard Cohen dans votre livre. C'est formidable. On écoute quelque chose et on vibre à l'unisson. Je parle de Léonard Cohen, c'est parce que je trouve que, par exemple, la première chanson de son dernier disque, enfin, de son vivant, parce qu'il y a eu un disque posthume qui est encore très sombre, mais où il dit « I'm ready, my Lord ». Je suis prêt, mon Dieu. Et 3 mois avant de mourir. Donc en fait, comme si lui, il avait fait le tour de sa vie et s'était dit, mon Dieu, tu m'as fait un cadeau énorme qui est ma vie, je suis prêt à te la rendre parce que j'ai fait ce que je devais faire. Alors là, vous me donnez la perche. Voilà, il me donne une perche incroyable, le grand rabbin de France, puisqu'effectivement, dans votre livre, Marc Wielinski, il y a un chapitre sur qu'est-ce qu'une vie réussie. Et vous aussi, vous citez Léonard Cohen, et vous dites, peut-être faut-il que quelque chose se déchire dans notre existence pour laisser entrer une vérité autre dans sa chanson Anthem. There is a crack in everything. But it's how the light gets in. Et juste avant, forget your perfect offering. Il y a une fissure dans toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Très bon point, Chaim Corsia qui cite Léonard Cohen aussi dans le texte. Marc Wielinski, par rapport à ce que disait Chaim Corsia, effectivement, sur cet aspect de Léonard Cohen et sur le fait de se dire à un moment donné, voilà, on est au bout de sa vie et tout ce chapitre, effectivement, de réflexion sur la mort, vous dites, une fois qu'on l'a accepté, voilà, c'est plus facile de vivre. Oui, non, je voudrais juste revenir un instant sur ce que vient de dire Chaim Corsia, qui est très important. Il dit les différentes visions qu'on peut avoir du monde. Et les artistes, effectivement, nous donnent des visions. Chacun a sa vision du monde, d'où la tolérance. La tolérance, elle est en nous, elle doit être en nous à chaque moment, parce que chacun a sa vision du monde différent. Quand vous partez si on part en vacances tous les deux, Sandrine, ça nous arrivera peut-être un jour, on verra pas la même chose. On verra pas la même chose. Mon mari écoute, je vous rappelle, Marc. Allez-y. On verra pas la même chose, c'est-à-dire qu'on on aura fait le voyage ensemble, il y aura eu des échanges, mais on n'aura pas vu la même chose. Et le grand artiste, le grand génie, c'est celui qui nous fait sentir sa propre vision, mais non pas comme celle d'un autre, comme si c'était la nôtre. C'est ça qui est très très fort. Et sur la brisure des vases, juste un petit mot, Léonard Cohen, etc. Comme vous savez, j'ai pas mal fréquenté la Kabbale, mais de façon en amateur, avec des gens qui connaissaient beaucoup mieux que moi. J'ai fait ça pendant plusieurs mois l'année dernière. Et j'ai eu ce sentiment, en lisant la Kabbale, que j'ai pas toujours compris, mais à chaque moment... C'est le but, je crois. Alors là, mais que j'ai pas toujours compris, mais j'ai eu une petite musique qui me disait toujours « la vie a un sens ». Est-ce que c'est le but, Chaim Corsia, de ne pas la comprendre, la Kabbale, et que personne, finalement, ne peut la comprendre? J'aime bien ce qu'il dit, la vie a un sens. C'est qu'au fond, elle a un sens, et elle peut avoir un autre sens un autre jour, et rien ne nous force à nous accrocher de manière absolue à ce qui est une vérité d'un jour. L'intelligence, justement, alors je ne sais pas si elle est fluide ou cristallisée, c'est un moment de comprendre qu'il faut être capable de le poser les valises de nos échecs parfois, qui nous construisent. Il y a un texte assez merveilleux dans le Lévitique, chapitre 28, verset 3 de tête.
commence comme ça. Imberukotai Tederu. Si vous allez dans mes chemins, dit Dieu, alors je vous donnerai la pluie quand il faut. Vetz asade iten perio. Et l'arbre des champs donnera ses fruits. Les commentaires demandent, tu vois pas la grande bénédiction, les fruits, les arbres, ça donne des fruits. En quoi c'est un truc extraordinaire. Rachi, le célèbre commentateur champenois, dit l'arbre non fruitier donnera des fruits. Point. Et voilà comment j'interprète ça. En réalité, parfois on a des échecs, comme des arbres non fruitiers qui ne donnent pas de fruits. Et on a des échecs, j'ai raté ça. L'intelligence, c'est de trouver comment capitaliser sur ces échecs pour en faire des réussites. Pas je m'obstine, machin, etc. Mais que même ce qui peut être appelé par les uns ou les autres des échecs, moi j'en crée un socle d'expérience, un socle de confiance en moi. Parce que des fois les échecs ne sont que des demi-échecs. Regardez par exemple nos petits jeunes qui sont dans votre studio, là, ils sont en classe de seconde, formidable. Oui, c'est beau. Ils vont réussir, j'espère, à passer un bac haut la main. Ensuite, ils vont entrer en classe prépa. En classe prépa, pour ceux qui vont faire les efforts de rentrer en classe prépa ou pas. Il y a plein de formations et franchement, tout est merveilleux comme formation. Mais imaginons que vous rentrez en classe prépa. Des fois, à la fin de la prépa, on tente une école, on échoue à cette école, on a une école où on rentre 10, 12, 15, 20, je sais pas, peu importe. On se dit, c'est un échec, mais en même temps, moi, je veux continuer. Et on fait une année de plus de prépa, et ça nous permet d'obtenir quelque chose d'extraordinaire. Si on s'était arrêté en disant, j'ai l'échec, j'ai pas envie de faire une année de plus, et je reconnais, ce sont des efforts, c'est un coût, c'est beaucoup de choses. Mais se dire que même les arbres non fruitiers vont donner des fruits, c'est au fond ne jamais abdiquer de l'espérance. Jamais. Alors, et c'est ça le bonheur, c'est l'espérance. Mais oui. Alors, et vous parlez aussi, vous, Marc Wielinski, dans le livre, de tous accros, entre guillemets, au bonheur. Je voulais qu'on revienne un moment sur ce chapitre, effectivement, sur la mort. Vous dites, vous étudiez les différentes religions, les différents rites, aussi bien hindouistes, chrétiens, juifs, etc. Et Haïm Corsia, je voulais également signaler, parce que fait un texte magnifique qui vient de paraître dans la collection Tract chez Gallimard, votre texte « Aider à vivre ». Oui, pour des vies là aussi, j'ai un sens marketing incroyable. Incroyable. C'est pour que des je vies le sors. dignes d'être vécues jusqu'au bout. Vous deviez le sortir quand il y avait le débat sur la fin de vie au Parlement. Il est sorti pour justement entrer dans le débat collectif sur la fin de vie au Parlement. Mais comme il n'y a plus de Parlement et donc il n'y a plus de débat, donc la question est réglée. Il faut lire le texte quand même. Ouais, faut lire le texte quand même. Notamment parce que, au-delà des arguments que je peux apporter, je veux mettre en avant une expérience incroyable qui s'appelle Visitatio, voisins et soins, où on n'externalise pas auprès des services médicaux la fin de vie de nos proches, où on retrouve cette proximité vicinale des voisins, des amis, du quartier, du village, celle qu'on regrette en se disant « Ah, c'était bien avant ». D'abord, c'est jamais bien avant. Il faut trouver comment réenchanter la possibilité justement de retirer de la proximité. Je vois cette génération des petits jeunes qui sont devant nous là, eux ils ont je sais pas 12 000 amis ou je sais pas combien d'amis ils ont sur Snapchat, WhatsApp, enfin tout ce que vous voulez. Ouais, TikTok s'ils peuvent l'éviter c'est pas plus mal. Mais bon bref, plein de copains sur Facebook, ce que vous voulez. Et encore Facebook c'est pour les vieux, c'est pas pour vous. Mais disons globalement, mais en fait je suis sûr que votre voisin de palier vous connaissez même pas son prénom et son nom. Votre voisin, votre voisine. Ils peuvent pas répondre, mais parce que c'est la réalité. Nous fonctionnons comme ça. Oui. On a des tonnes d'amis au bout du monde, on ne connaît pas les proches. Et ce projet de Visitatio, c'est un système qui dit on remet du bénévolat et de l'engagement pour que nous accompagnions nos proches et les voisins, c'est-à-dire les proches, dans ces temps où il n'y a pas besoin parfois d'hypermédicalisation, il y a besoin d'une présence. Vous parlez beaucoup dans le livre, et Haïm Corsia, et on sent que ça a été une vraie blessure pour vous, toute la période du Covid, période du confinement. Vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre, sur à la fois, et c'est aussi votre livre à certains moments un plaidoyer pour l'hôpital, pour les médecins, pour les services publics de manière générale, et avec, vous nous remettez dans ce qui a effectivement été cette période terrible où eh bien, on était séparés des nôtres qui pouvaient être à l'hôpital sans aller les voir, et voire même certains qui mouraient sans pouvoir avoir une Je me suis levé visite. contre ça, je n'ai pas accepté bêtement, et je crois avoir été entendu par le président de la République qui a changé, je me rappelle dans une conférence de presse un lundi soir, parce que j'ai dû demander de tenir compte de ça. On ne peut pas laisser, c'est pas dans une société où on laisse mourir ses proches seuls, ça n'existe pas. Et déjà, on devait enterrer ses proches quasiment seuls avec 15 personnes, puisque c'était 15 plus les 4 porteurs des pompes funèbres plus votre serviteur. Donc les rabbins, les prêtres, les pasteurs, les imams ont été dévoués de manière incroyable, mais quand c'est un enterrement à 15, c'est un enterrement à 15. Et d'ailleurs, c'était légitime, parce que quand on a réouvert tout, le premier cluster, c'était un enterrement. Parce que les gens, dès qu'ils meurent,
Vas-y, ils s'embrassent. Moi, je me rappelais à l'époque, je dis, mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'embrasser la moitié des gens qui sont là au cimetière. Mais d'autant qu'il y avait des mesures de protection. Mais c'est vrai que cette période nous a forcés à réfléchir. Et je pense que votre réflexion sur votre livre, regardez les gens qui ont redécouvert leurs proches. Ouais. Redécouvert la capacité de déjeuner à midi avec leur famille, redécouvert la capacité à télétravailler, à s'installer loin de Paris. Il y a eu d'autres découvertes, si vous voulez, du bonheur qui ont offert une autre vision de la vie à des personnes qui pensaient que définitivement que leur vie c'était, je dis pas métro boulot dodo, enfin que ça ressemblait un peu à ça. Pour ceux qui n'étaient pas malades, pour ceux pour qui ce n'était pas terrible ce confinement, les personnes seules, isolées, malades, c'était une période particulière où certains ont pu se dire peut-être, c'est peut-être ça le bonheur, d'être en famille, sans travailler, en étant juste ensemble. C'était complètement Regarder paradoxal. des séries sur Netflix. À regarder des séries sur Netflix, et Dieu sait si on les a toutes faites. Hein. Ouais. Marc Wielinski. Ouais. Alors, on s'est aperçu très vite des limites quand même du numérique. Oui, À un moment donné, parce que qu'est-ce qui s'est passé livre. à la fin du confinement, c'est que tout ce qui était manifestation où il y avait du monde, où les gens se voyaient en vrai, sont beaucoup développés. Et dans le domaine artistique, bon, les opéras numériques ou les choses comme ça, ou les chorales participatives, après le confinement, ont disparu. On se rappelle tous du bonheur qu'on a eu du premier concert ou du premier, même simplement du premier Coca-Cola zéro en terrasse d'un café. Je suis d'accord. Mais là, vous voyez, je pondérais ce que vous venez de dire, c'est parce qu'on a eu du mal à convaincre les gens de revenir, parce que beaucoup disaient, faites OK en présentiel, comme on dit maintenant, mais mettez quand même le Zoom pour qu'on puisse voir de chez soi. Et moi, je m'opposais à ça, parce que j'estime que c'est pas la même alchimie de rencontre, même avec des Zooms avec beaucoup de monde. Je donne un cours tous les mois à l'Écuge. Il y a une partie du public qui est présent, une partie importante qui est sur les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est pas la même alchimie. C'est important parce qu'il y a un monde fou et tout le monde ne pourrait pas venir dans la salle. Mais c'est pas la même rencontre, la même interactivité. Donc, on est étonné que dans les communautés, pour les conférences, les gens veuillent qu'on garde cette facilité. Mais je trouve que quand je parle de violence de l'espérance, je pense qu'il y a des efforts à produire et que s'il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas de bonheur, en fait. Pour continuer sur la vie et la qualité de vie et la durée de vie, Marc Wielinski, à un moment donné, vous citez le chirurgien neurologue Laurent Alexandre dans son livre « La mort de la mort » et qui dit « L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Chaque jour, écrit-il, nous gagnons plus de 5 heures d'espérance de vie. Mais vivre 1000 ans, la perspective est-elle si réjouissante que ça? Qui aurons-nous gagné ?» C'est effrayant. C'est pour tous les deux. Là. Moi, je trouve effrayant l'idée de vivre éternellement, voire de vivre 1000 ans. Encore si c'est 1000 ans de jeunesse, ça va, mais si c'est 1000 ans de fin de vie, il faut déterminer à partir de quand c'est 1000 ans. Oui, quoi. Pardon, là je reviens à mon deuxième livre. On n'a jamais dit que la fin de vie, elle est moins digne que la jeunesse. Non. C'est une question de dignité. Maintenant, Laurent Alexandre est un transhumaniste absolu et il peut dire ce qu'il veut, mais comme la Torah nous dit que l'homme qui a vécu le plus longtemps, c'était Mathusalem, qui a vécu 969 ans, je me dis, 1000 ans, il n'est pas encore venu, celui qui va détrôner Mathusalem. Non, mais je pense qu'il y a une perversion quand même du regard qu'on a sur la mort, parce que cette espèce de compétition pour vivre le plus longtemps possible, pourquoi faire comme si la mort était un échec. Ce qui n'était pas le cas dans les autres civilisations ou les autres périodes où la vie était intégrée. Il y a un moment où il y avait la fin de la vie. Maintenant, on a l'impression que la fin de la vie, c'est un échec thérapeutique et d'une certaine façon, on nous prive de cette fin de vie. Le laboureur qui réunit ses enfants dans la fontaine et qui dit, voilà, je vais mourir, je vais vous donner mes dernières directives. Voilà, travaillez, prenez de la peine, etc. Ça, c'est quelque chose, on a l'impression, qui n'existe plus. C'est vraiment quelque chose qui a disparu. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion aussi sur la mort et sur réussir sa vie. Parce que je pense que avoir peur de rater sa vie, c'est quelque part, ça s'ancre sur la peur de mourir. Chaim Corsia. Je trouve que c'est très juste ce que vous venez de dire, parce que cette transmission, au fond, c'est l'immortalité. Il dit l'homme de 1000 ans est déjà né. Mais moi, je vous dis, il est déjà né, il est déjà mort.
Parce que on s'appuie, par exemple, nous, chacune d'entre nous, on s'appuie sur nos ancêtres, Avram, Isaac et Jacob, Sarah, Rachel, Rebecca, Léa. Et donc, si vous comptez depuis cette époque, on est à 3500 ans. Si on compte depuis la Bible, on est à 3003. Bref, c'est notre histoire. Et donc, si on est porteur un peu de ce qui les faisait vivre et de leur croyances, de leur espérance, bah, ils continuent à vivre avec nous. C'est le principe même de la transmission. Au fond, pour avoir la réflexion de Laurent Alexandre, et ça c'est logique, parce que c'est lui, il faut faire une rupture absolue des générations, ce qui est le contraire de tout ce que porte le judaïsme en termes de transmission. Ouais. Parce que lui voudrait dire, moi je vais vivre 1000 ans. Mais que moi je vive 1000 ans, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ce qui s'est déroulé il y a 1000, 2000 ans, 3000 ans, continue à m'inspirer. Et donc, est toujours actif, donc toujours vivant. Ce qui compte, c'est de savoir si ses enfants et ses petits-enfants, eux, continueront la transmission. C'est le grand rabbin Jaïs, qui était l'ancien grand rabbin de Paris, disait, qui est juif? Celui dont le grand-père est juif, le père est juif, ou celui dont les enfants sont juifs? Lui disait celui dont les petits-enfants sont juifs. Exactement. C'est un truc extraordinaire, parce que ça oblige à poursuivre toujours la transmission. C'est-à-dire à considérer que ma vie réussie, c'est une vie où j'ai réussi à vivre quelque chose, capitaliser sur l'expérience de mes anciens et à transmettre non seulement la génération après moi, mais à la génération après la génération après moi. C'est-à-dire à transmettre à N+1 et N+2. Et à ne pas me désintéresser de ce qu'eux vont faire, de ce que je leur transmets. Mais en même temps, accepter qu'eux transforment ce qu'ils ont reçu de moi. Parce que c'est leur vie. Et en fait, c'est ça l'immortalité. Dans ce livre, Haïm Corsia, comme l'espérance est violente, aux éditions Flammarion, il y a un chapitre sur par-delà gauche et droite, éloge de la ligne de crête. Vous ne croyez pas que j'allais louper celui-là. Je vais faire une petite citation. Vous parlez de l'effondrement de la droite et la gauche aux élections présidentielles, donc les précédentes. Vous dites débouche ainsi sur un nouveau clivage des populistes contre les libéraux, comme s'il n'y avait pas place au sein du bloc libéral pour des alternatives et de véritables combats d'idées. Les efforts à produire pour cheminer sur une ligne de crête qui nous élève sont constants. Il n'est pas possible de compter seulement sur les vôtres, sur des forces supérieures ou d'introuvables sauveurs. Chacun et chacune et chacun plutôt, doit trouver son élan personnel pour participer à un mouvement plus large, sans jamais nier les forces de l'esprit, mais en ne comptant pas exclusivement sur elles. À l'image de ce que nous enseigne le Talmud, on ne s'appuie pas exclusivement sur un miracle. En somrim alanes. On pourrait rajouter donc elle est votée. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Donc voilà pourquoi je dis, il faut se lever, il faut se faire violence, quand les gens vous disent ça sert à rien de voter, mais bien sûr que ça sert de voter. Enfin, on s'est battu des années, des siècles pour avoir le droit d'être des citoyens comme les autres, et maintenant qu'on peut voter, on nous dit non, je ne m'intéresse pas, je vote pas. Donc en fait, on abdique de tout. C'est une forme de crachat au visage de toutes celles et tous ceux qui sont battus pour pouvoir arriver le 27 septembre 1791 à cette reconnaissance de la pleine citoyenneté pour les Juifs. Bon, maintenant, je ne dis pas que la situation est idéale, je dis simplement que le clivage gauche-droite, ça m'amuse, parce que dans Jonas, par exemple, je cite Jonas, le prophète Jonas, à la fin de Jonas, Dieu dit à Jonas, écoute, t'es gentil, tu t'énerves, tu mets dans un état terrible, je préférais mourir que vivre. Tout ça parce que j'ai fait disparaître l'arbre. Mais l'arbre, le ricin qui t'a protégé, qui t'a amené de l'ombre, il est mort. D'accord, l'arbre est mort, mais hier il n'existait pas, hier je te l'ai fait arriver, et il est parti. T'as fait quoi pour cet arbre? Rien. Et moi, tu voudrais que je passe sur les myriades des habitants de Nénive et des animaux qui ne connaissent ni leur droite de leur gauche. Vous dites quoi aujourd'hui? Donc en fait, ça veut dire que je pense qu'il y a un vrai problème à ne pas proposer d'autres alternatives que la déraison absolue de l'extrême gauche et la déraison absolue de l'extrême droite, ou une option. Donc, et on ne peut pas dire d'ailleurs, je trouve très dangereux de considérer les élections sont déjà faites. Un sondage donne un moment de l'opinion, mais il ne donne pas ce que dans l'intimité de l'urne, et je dirais dans l'intimité de la conscience de chacun, chacune, on va prendre part, c'est-à-dire prendre une part active à la déconstruction de ce qu'est la République avec l'extrême droite et à la déconstruction de ce qu'est la République à l'extrême gauche. C'est-à-dire que moi, je suis sidéré, je vous dis, c'est une émission culturelle, mais enfin, je peux quand même dire ce que je pense. On parle de tout, oui. Je suis sidéré que des gens très
convenable, vraiment, et fait le choix de s'allier avec LFI. Vous pensez à François Hollande ? Non, je ne pense pas à un nom particulier. Je dis que ça pose question. Alors, je comprends l'idée, il faut être élu, mais si c'est au prix de choix qui sont antinomiques avec ceux qui ont toujours manifesté ces personnes, ça pose quand même des questions graves. Et moi, j'admire la position, par exemple, de Manuel Valls, qui a dit clairement, c'est incompréhensible. Mais à tout point de vue. Moi, je vous parle de point de vue moral, mais de point de vue économique, point de vue d'espérance, point de vue de tous les combats qui sont ceux de la République depuis toujours. Quand on voit cette haine de ce qu'est la République dans sa diversité, dans son ouverture, à côté ou de l'autre, que ce soit la haine des étrangers ou la haine, la haine des Juifs, parce que LFI porte l'antisémitisme, ils peuvent s'amuser à faire les procès qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'ils posent, des mots et des choses qui sont honteuses. Et moi, c'est vrai que j'ai maintenant un marqueur absolu, et c'est pour ça que j'ai réécrit l'introduction de ce livre, que j'avais écrit en août 23, arrive le 7 octobre. Je pense que tout ce que je dis n'est plus valable si je ne mets pas une introduction, ce que je fais. Et pour moi, c'est simple. Quiconque n'a pas condamné le 7 octobre en qualifiant le Hamas de terroriste et ses actions d'agression contre l'humanité n'est plus audible dans un discours républicain. Ce n'est plus possible. Marc Wernecky ? Juste un mot là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Raïm Corsia. On s'est battu, des générations se sont battues pour voter. Donc, ne pas voter est problématique. Le problème, c'est que d'habitude, je pense que c'est provisoire, parce que je suis un optimiste aussi, mais d'habitude, on se pose la question, pour qui vais-je voter ? Et là, on a un problème. C'est que la question qu'on va se poser, c'est pour qui ne pas voter ? Alors ça, c'est nouveau et c'est quand même perturbant, voire angoissant. Je vais citer ce grand penseur du 21e siècle, Kylian Mbappé, qui, vous l'avez vu, s'est engagé en disant contre les extrêmes. Et ça aussi, c'est important, même si certains aujourd'hui reprennent en disant il s'est engagé contre l'extrême droite, c'est faux. Il a dit contre les extrêmes et on espère que sa voix va porter auprès des plus jeunes. Dans un des chapitres aussi, Raïm Corsia, vous rappelez, vous dites à chaque fois, c'est ce que je dis moi aussi, et c'est pour ça que c'est un livre qui, je pense, ressemble et va rassembler beaucoup de juifs français ou de français juifs. Vous dites toujours... J'espère qu'il va être acheté par les autres aussi, oui. parce que j'aimerais aussi que d'autres y pensent. Me taquinez pas, mais ce que je veux dire, c'est que cette expression... juif français, français juif. Vous la mettez à chaque fois dans les deux sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un sens qui est préférable aux autres, ou alors c'est comme ça. Parce que j'estime que on est une grande diversité de choses et on n'a pas à hiérarchiser ce que nous sommes. Je suis d'abord humain. Donc, si je ne vais pas mettre humain, français, juif, et après quoi ? Séfarade, et après quoi ? D'Algérie par mes parents, après quoi ? D'ailleurs, c'était pas l'Algérie, c'était la France, donc on fait comment ? Donc, à la fin, c'est des petites bagarres qui amusent beaucoup de monde, sauf moi. Moi, je sais ce qu'est le franco-judaïsme. Je porte ce que Kaplan appellerait un néo-franco-judaïsme, c'est-à-dire que je suis profondément juif et profondément français. Je pense qu'on a quelque chose à construire, à apporter dans le pays. Et puisque je citais Valls tout à l'heure, je m'en rappellerai toujours, qui est celui qui a dit devant l'hypercachère, donc c'était le lendemain des assassinats, donc c'était le 10 janvier 2015, la France sans les Juifs ne serait plus la France. Une façon de dire, on a besoin de cet esprit que vous avez particulier, comme on a besoin des catholiques, des protestants, des musulmans, des athées, de toutes celles et tous ceux qui apportent ce qu'ils sont pour créer ce monde unique, ce pays-monde qui s'appelle la France. Pour reprendre un titre de Alexandre Adler, Le Peuple-Monde, qui parlait du ça me permet de rendre hommage à sa mémoire. Mais je crois que nous, la France, nous sommes un pays-monde. C'est pour ça que ceux qui vous parlent de défaire la France se trompent, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Que l'extrême droite veuille la défaire en parlant de Français de souche, c'est une hérésie absolue. Et moi qui ai accompagné les soldats de la Légion étrangère, je peux vous dire que c'est ceux qui parlent le moins bien français qui vont mourir pour vous et moi au bout du monde. Donc c'est ridicule de parler de Français de souche. Et ceux qui veulent défaire la France en la coupant de toutes ses racines, son histoire, sont aussi des gens qui veulent défaire la France. Donc moi je défends à la fois le judaïsme, mais je défends ce qu'est la France, c'est-à-dire cette ouverture, oui, et ce pays-monde.
Et vous dites à un moment donné, Haïm Corsia, vous rappelez que chaque réforme, chaque avancée sociale, chaque lutte a vu des Juifs s'y engager pour répandre une idée humaniste de la France, une vision intellectuelle du rêve français. Il ne nous reste plus que 7-8 minutes, mais il me faudrait 10 heures avec vous pour parler de tous les livres. Marc Wielinski, pour terminer sur une note peut-être un peu plus souriante, est-ce que vous voulez bien nous parler des Wonderful Losers en vélo? Parce que je sais que Haïm Corsia aime aussi vous aimez le vélo aussi, je crois. Plus le foot, mais bon, vélo. Bref. Et vous allez comprendre pourquoi. Oui, parce que alors, je me posais la question de réussir sa vie et je prenais l'exemple du Tour d'Italie. Dans le Tour d'Italie en vélo, il y a ceux qui gagnent et puis vous avez toute une catégorie de gens qu'on appelle les gregarios, c'est-à-dire, je ne sais pas si je le prononce porteurs d'eau. En tout cas, c'est les partenaires. Ces types-là, ils montent jamais sur la scène. Ils embrassent jamais les jeunes femmes avec leurs fleurs, etc. On n'entend jamais parler d'eux, etc. Donc on pourra dire ces types, bon, c'est le vainqueur du Tour d'Italie, c'est lui qui a réussi sa vie. Et ces grégarios qui ont vécu dans l'ombre de l'eau, parfois, ils ont continué avec une jambe cassée pour aider leur leader. Et qui a réussi sa vie? Et je me suis plus à imaginer quelle était la deuxième partie de vie de ces deux. Le champion, il a son trophée. 3 mois après, tout le monde l'a oublié. Il meurt, il peut mourir complètement oublié. Alors que celui qui a donné sa vie au vélo, il continue à entraîner les jeunes dans sa communauté. Et puis, il continue son projet de vivre, qui est le vélo. Il n'a jamais été vainqueur. Lequel a réussi, lequel a raté sa vie. C'est des choses toutes simples. C'est très utilitariste, celui-là. Ah mais oui, mais je me place pas du tout sur un point de vue. C'est pas un point de vue moral. C'est un point de vue de savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, cette idéologie de la réussite qu'on nous impose actuellement. Non. On ne peut pas rater sa vie. Et ce pouvoir du moment présent, et je voudrais faire réagir Haïm Corsia là-dessus, vous le dites à plusieurs moments, vous parlez de votre enfance aussi, où vous étiez très affolé, Marc Wielinski, à la pensée on avait cette même obsession, de se dire on n'aura jamais le temps de lire tous les livres qu'on a envie de lire. Voilà, moi j'ai dans mon bureau 20 livres pour cet été, en me disant voilà, et j'en accumule, et je ne les lis pas tous, mais on a cette envie-là en permanence. Je pense qu'il suffit d'en lire un seul, bien. C'est ce que vous dites. Alors, mais en l'occurrence, vous prenez Proust et à la recherche du temps perdu. Ouais, mais sur ce carpe diem, sur le pouvoir du moment présent, vous dites il suffit de penser. Il y a plus fun que Proust. On est d'accord. Vous dites sur Je vous donnerai des listes si vous voulez. sur ce pouvoir du moment présent où on y pense et de la densité du moment. Le fait que, peu importe finalement le temps, réfléchir sur cette densité. Alors je vous laisse réagir là-dessus et après je demanderai à Haïm Corsia si finalement quand on est dans la prière, c'est pas le moment où on vit le mieux le moment présent. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas inventé, parce que j'ai rien inventé dans ce livre, j'ai pris beaucoup de citations, etc. C'est Saint-Exupéry, et qui dit dans Citadelle, l'homme ne recherche pas le bonheur, il recherche sa propre densité. Et ça, c'est très important. Je préfère densité qu'intensité, parce qu'on dit toujours qu'il faut vivre de façon intense. Mais non, on ne vit pas toujours de façon intense. Il y a des fois où on dort, il y a des fois où on est fatigué, il y a des fois où on est malade. On n'a pas une vie d'intensité. Mais rechercher la densité, et le bonheur viendra en surplus. Il viendra ensuite. Haïm Corsia, pour conclure, sur la densité. C'est marrant, quand vous parlez tout à l'heure des livres, mon maître, le grand Machouchna, nous racontait qu'il y avait 2 types d'étudiants. Vous rentrez dans une pièce immense, une bibliothèque immense, et votre maître vous dit « tu dois lire tout ça ». Alors, il y a l'élève qui dit « bon, j'arriverai jamais », il sort, il s'en va. Il y a celui qui dit « ok, il faut commencer tout de suite », et il commence tout de suite. Et moi, je me force, alors évidemment, je ne lis pas avec la même densité un livre et un autre livre, mais il y a des livres que je peux traverser en très peu de temps, d'autres où je plonge plus intensément, d'autres même où je reviens parfois. On revient. Et je trouve que c'est une façon, en fait, de connaître le monde, de vivre autre chose, de sortir de ce que sont nos invariants. Et en fait, soit en fabriquant, en créant d'autres invariants, mais en fait en ouvrant le monde, en ouvrant une fenêtre sur le monde. Et les livres sont ce cadeau que nous avons pour pouvoir connaître le monde sans aller nous enfermer dans les voyages dont vous parlez tout à l'heure. Au fond, réussir, on pourrait dire, si j'ai pas coché, moi je vois des gens qui cochent les cases. Ça m'amuse comme un petit fou. C'est exactement ce qu'il dit au début du livre. Ouais, Koh Samui, j'ai fait. Chapultepec, j'ai fait. Teotihuacan, j'ai fait. Et voilà, il coche des cases. C'est des grands voyageurs, excusez-nous, mais alors nous, on coche plutôt, est-ce qu'on a fait les courses pour un tel, les courses pour un tel? Non, c'est pas ça. C'est quoi que vous fassiez, si vous cochez des cases, j'ai fait. Mais si
vous laissez guider par la découverte, par la capacité, oui, à aller voir ces endroits, s'il faut, mais dans un projet, dans quelque chose qui est pas juste j'ai coché la case. Et d'ailleurs, ça m'amuse parce que les gens qui vont voir ça comme ça, d'abord, ils restent dans le même hôtel, qu'ils soient là ou là, c'est la même chose. Ils sortent un peu comme des zombies, d'ailleurs, même pas les yeux sur ce qu'ils regardent, mais les yeux dans leur guide ou dans leur appareil photo, leur téléphone pour prendre des photos pour épater leurs copains après. Donc en fait, mais vous rigolez, mais vous êtes Non, hors de rire parce que c'est exactement ça. Parce que c'est ce qu'il dit dans le livre. Ok, ne parlons pas des voyages parce qu'on pourrait dire qu'au SAMU, je sais pas où c'est, et Chapultepec et Teotihuacan non plus. Ok. Alors parlons de bar mitzvah de Maurice Bénichou. Le petit Maurice Bénichou, il a sa bar mitzvah, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Sa mère, au lieu de voir, ou son père, au lieu de voir et vivre la bar mitzvah, il le filme avec l'iPad, c'est-à-dire que la maman, moi alors j'ai qu'on vu... alors qu'on a payé le photographe pour qu'il fasse ça. Et peu importe, mais au moins Shabbat, il n'y a pas ça. Déjà, on Ouais. est tranquille. Mais quand même, moi, je suis sidéré des gens qui ne vivent plus les événements et Je suis qui veulent d'accord. que les enregistrer pour les voir après. Mais au lieu de les voir après, vis-les, déjà, c'est plus simple. C'est Le bonheur, exactement c'est ça. c'est C'est la exactement densité. C'est pour ça que vous avez absolument raison de parler de densité. Et la densité, c'est tous les jours. Eh bien voilà, c'est parfait. Léonard Cohen a démarré. C'est exactement, vous ben vous êtes voilà. rejoints. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Un C'est plaisir. à lire absolument. Comme L'Espérance est violente, c'est aux éditions Flammarion. Marc Wielinski, merci beaucoup. C'est 2 livres vraiment que je vous conseille. Pourquoi il est impossible de rater sa vie aux éditions First. Et Marc, on vous retrouve bien sûr dimanche sur l'antenne de RCJ